Bon, eh bien, bonjour, bienvenue à l'heure des marchés, du mois de mai. Voilà, le mois de mai étant, une possibilité, puisqu'on est à la bascule d'une campagne sur l'autre, hein, avec le rapport USDA du mois de mai qui bascule justement, sur, la vision sur la campagne future et qui forcément, fait un peu la clôture de la campagne, de la campagne actuelle, de la campagne 2022. Bon, néanmoins, le rapport qui est paru, n'a pas apporté autant de grains à moudre, peut-être que ce qui était attendu et on a, un marché qui est pas très bien orienté, actuellement. On va y revenir, dans la présentation tout simplement, toujours sur la base du diaporama, toujours en 3 points. Un petit regard, graphique sur les cotations. Un point de vue sur le monde, par rapport à ce que l'on a pu écrire et puis bien sûr les stratégies, les vigilances. Je reste sur, les actions à faire, sur les marchés et potentiellement des questions, s'il y en a. Donc, le point graphique, habituel, là, bon, effectivement, maintenant, on regarde la campagne, 2023, hein, puisque la première échéance disponible maintenant en blé, c'est le septembre 2023 sur Euronext. Bon, l'allure générale est pas effectivement très sympathique, pour les vendeurs, à la limite, elle est plus acceptable, pour des agriculteurs acheteurs, de céréales. Et l'on a plutôt une continuité baissière. Alors là, on est sur les 6 derniers mois, mais je veux dire, en fait, c'est depuis, septembre-octobre dernier, donc on est en train de faire, 8e, 9e mois, globalement de glissade, dans une tendance, baissière. La question effectivement qui pourrait venir maintenant, est-ce qu'on est vraiment au fond, ou au bout de la période de baisse? On est dans un canal en continuité. Mais néanmoins, on est en train d'arriver vers une zone, vers 200-225 € par tonne, dans lequel on constate aussi dans les indicateurs un petit peu de signes d'exagération et que donc il y a peut-être une possibilité pour que les marchés, essayent d'accrocher un point d'arrêt autour de cette zone-là. Sachant que si on n'y réussit pas à 220-225, ça veut dire qu'on risque de qualifier à ce moment-là, des poursuites baissières, plutôt sur l'horizon des 200, qui serait effectivement pas une bonne nouvelle. Donc ça, c'est, la situation du blé. Et actuellement, vu qu'on est dans une continuité, bien sûr, on n'arrive pas à distinguer aujourd'hui, une zone de signal, qui dirait: «Bah, voilà, on est au bout du bout et derrière le bout, il y a un rebond». Pour l'instant, ce serait, à minima, l'objectif que de stabiliser sur ces niveaux-là. On a du mal à identifier, des raisons de rebond, et si rebond il y avait, il serait probablement pas très puissant. La même chose sur le maïs. De toute façon, voilà, maïs et blé, même combat. On est aussi, dans la glissade, hein. Je veux dire la même continuité baissière. On était parti, d'un maïs qui était sur une zone de tension. Alors ça paraissait, d'autant plus solide qu'on avait un maïs, en difficulté en Europe, hein. Je veux dire avec une récolte qui était pas au rendez-vous, sur 2022 et qui néanmoins, subit les mêmes éléments. Mais voilà, la difficulté de se faire une opinion en maïs, c'est de se confronter à la situation européenne qui est particulière, à la situation mondiale, qui est en train de s'améliorer globalement, et donc on est un peu contaminé par cette ambiance plus favorable, ou plus positive, sur la production de maïs. Sachant que là, on est, encore sur l'échéance juin, donc encore sur une capacité, on va dire de situation de soudure et même dans ce contexte-là, on n'est pas en bonne forme. Si on globalise ça un peu, je l'ai fait sur un même graphique, en regardant, voilà, d'une part, le blé, donc récolte, là, prochaine, donc plutôt à court terme, récolte 23, décembre 23, hein, le trait noir. La récolte de blé à suivre, la décembre 24, hein, donc là, il faut se projeter un peu plus loin, on est vraiment au moyen long terme. Et la même chose en maïs, et là, en se figeant, sur le maïs août 23, donc la fin de récolte 22 et le maïs août 24, ce qui sera la fin de récolte, 2023, c'est-à-dire les maïs qui sont en train d'être semés.
On voit bien quelque part, voilà, cette continuité, je dirais baissière avec quelque chose qui s'est regroupé là au cours du printemps, hein. Depuis le mois de mars, on a vraiment une convergence, je dirais de l'ensemble des cotations. Enfin, on a une phase de convergence, hein, sur le mois d'avril et là, on est sur le mois de mai, dans quelque chose qui est en train de continuer à plonger et avec, voilà, un signal, je dirais, qui est que, par exemple, on voit que le décembre 23 maintenant cote moins bien que le décembre 24. C'est-à-dire qu'on introduit ou qu'on a une situation, on va dire, de gestion, une prime de risque sur la récolte blé décembre 24 que l'on ne retrouve plus sur décembre 23. C'est-à-dire que les acheteurs, là, globalement, sur ce court terme-là, ne sont plus dans une inquiétude et on pourrait même dire que quelque part, voilà, ils poussent peut-être un peu loin le bouchon de la baisse, ce qui peut conforter, je dirais l'idée que, en ayant fait beaucoup, on a peut-être quelques raisons d'essayer de chercher une zone, où le marché a quelques raisons d'essayer de chercher une zone d'arrêt, qui soit aux alentours de 220 €, en blé. Et le maïs qui était parti, en toisant, le blé par le dessus, est en train, lui, fortement de se détendre, mais on a des meilleures nouvelles, sur le front mondial, en particulier du Brésil, et en particulier des États-Unis, qui changent l'ambiance du maïs. Mais on est dans la même configuration, on a une prime, sur le août 24, que l'on ne retrouve même plus sur le août 22, sur le août 23, qui était pourtant appelé à être une situation un petit peu plus tendue, en la matière. Donc baissier, effectivement, sur l'ensemble des marchés, céréaliers et peu d'espoir, de capacité de rebond. Plutôt l'espoir, de trouver une zone de soutien, aux alentours de 220 en blé, aux alentours de 210-205-210, en maïs. Si on regarde maintenant, du côté des oléagineux, bah, là, on est, aussi en descente. Alors, j'ai pas pu intégrer, l'analyse technique, de cette semaine qui est en cours de rédaction, donc on est encore dans celle de la semaine dernière et les nouvelles du front récentes, elles sont pas très bonnes puisque effectivement, là, maintenant, il faudrait que je positionne le août, 23, les dernières cotations sont en dessous de 400 €. Donc là, maintenant, on a franchi avec le colza, un seuil, on va dire un petit peu psychologique. Tenir les 420, voilà, c'était souhaitable. On les tient pas, on tient pas les 400. Ça veut dire que quelque part, on a vraiment, un carburant baissier, qui reste en place, sur le colza. Mais néanmoins, à l'approche des 390-380, on peut escompter, et même souhaiter, que les marchés, on va dire, compensent un peu ou stabilisent, par rapport aux exagérations baissières qu'on a eues, à court terme. Une fois encore sans espoir, de vraiment, redécoller, sur les marchés, de pas d'espoir de rebond remarquable, mais au moins de se tenir à 380-385 pour ne pas injurier l'avenir et surtout ne pas, dégrader outre mesure, des résultats économiques qui vont être compliqués, en termes de marge, effectivement pour le colza. Un petit regard, sur les acheteurs. Bon là, effectivement, quand les marchés sont baissiers, il faut quand même se trouver au moins une satisfaction qui est de regarder, le marché des tourteaux, effectivement, qui lui aussi est dans une décroissance, hein. On a eu, voilà, alors on est sur le tourteau Chicago, en dollars par tonne courte, enfin, et donc dans ces conditions-là, on a connu, voilà, les périodes difficiles des 500 $. Et on est maintenant plutôt, revenu, sur la zone des 400, hein. On est même, voilà, avec le décalage d'une semaine, on s'est encore un petit peu, détendu. On est effectivement sur la zone des 400 $. On revient vers, des éléments ou des zones de prix qui ont été beaucoup plus sympathiques, d'une manière générale. Ce qui fait que, voilà, si on peut avoir, un petit peu plus, si ce n'est le sourire, un peu plus, d'intention d'action, quand on est acheteur, consommateur de tourteaux. Si on se projette, voilà, sur une synthèse en regardant, la courbe du colza août 23, en noir, la courbe du colza août 24 en orange,
on a à peu près le même phénomène, hein. On est en train, j'arrête de glisser. Le août 23 est passé sous les 400 €. Le août 24, prime, un peu, il reste, au-dessus. Donc signe là aussi, je pense, une interprétation autour d'une certaine exagération qu'il y aurait du côté du retrait, du colza août 23, et donc l'espoir de pouvoir revenir à quelque chose de plus, comment? De plus équilibré, au moins au-dessus des 400 €, sachant que voilà, vu la courbe, qu'on vient d'avoir 8-9 mois de baisse, qui ont été sévères, on ne pourrait pas envisager, d'avoir, une situation, qui nous ramène facilement, au-delà des 430-440, voire 450, € par tonne. C'est-à-dire on est sûrement obligé de faire un peu le deuil, des zones au-delà de 500 €, au-delà des 500 tonnes, ça semble très, très éloigné de nous maintenant, heu, on regardera ça ensuite. Maintenant, voilà, au-delà des chiffres, un petit peu le regard sur le monde. Voilà, la même habitude, d'aller utiliser, la carte du géoglame, hein, même si elle est un peu rustique, c'est-à-dire de la FAO, puisqu'elle est des taches colorées sont parfois un petit peu compliquées. Bon, finalement, voilà, si on regarde un peu la planète, force est de constater que, bon, il y a quand même plutôt une touche dans le vert, hein, qui dit que dans l'état des cultures, actuellement, on est plutôt favorable. Alors il y a ce que vous avez pu suivre, il y a encore pas si longtemps, sur la sécheresse espagnole, mais quand on parle Espagne, il faut aussi regarder, juste de l'autre côté sur l'Afrique du Nord, ce qui s'y passe. C'est pas très brillant, non plus. Donc là, ici, il y a une zone, probablement un petit peu compliquée, effectivement, zone de sécheresse et zone de déficit de production. Mais si on globalise, sur le reste de l'hémisphère nord, on a plutôt des choses, qui sont favorables. On craignait des aspects, voilà, de sécheresse, et de stress précoce, en Europe. Bah, manifestement, c'est pas très le cas. On est en train de conforter un petit peu des potentiels, en particulier, voilà, plutôt Europe du Nord, et donc de ce côté-là, bah, les trous de l'Espagne, se compensent un peu, plus au nord. Et côté, mer Noire, les difficultés récurrentes de l'Ukraine, mais néanmoins, des situations qui sont un peu stabilisées, voire un peu améliorées sur la Russie et le sud Russie. Il reste un point difficile, mais je veux dire, bon, c'est du côté des États-Unis, la tache jaune, est plutôt pour l'essentiel, une zone, de blé, de production de blé, et là, on a des conditions de sécheresse, en particulier autour du Kansas, qui sont assez sévères, avec des états de blé très dégradés, mais avec un bout de compensation, puisque, on aura des mauvais potentiels sur ces blés-là, et on va dire, il y avait une intention de surface initiale, qui fait qu'on ne sera pas trop dégradé. Bon, c'est quand même à relativiser, puisque les États-Unis aujourd'hui sont plutôt, on va dire, un numéro 3 mondial de la production, et voire numéro 4 du commerce, du blé, donc c'est pas les mêmes niveaux d'inquiétude. Il y a une tache rouge sur l'Amérique du Sud, hein, sur l'Argentine, mais bon, voilà, on a quand même beaucoup usé cette corde, pour, animer, voilà, les observateurs ont beaucoup utilisé cette corde pour animer un peu le marché sur la dégradation de la situation argentine, qui est vraiment, catastrophique, que ce soit en soja, que ce soit en maïs. Mais bon, voilà, on pourrait résumer, même si on parle de céréales et d'oléagineux, on pourrait dire que, voilà, pour l'Argentine, de toute façon, aujourd'hui, les carottes sont cuites, hein. On est dans la période de récolte, donc il y aura plus de mauvaises nouvelles, particulières à obtenir, et ça passe d'autant mieux, la pilule sud-américaine passe d'autant mieux qu'on est en train de conforter une situation, brésilienne, où la récolte de soja a été faite, et les avancées de stade de maïs, permettent d'espérer, on va dire, que ça se passe bien, même si tout n'est pas joué encore totalement, sur ce point-là. Donc voilà, plutôt quelque chose, qui est, bah, voilà, qui explique quand même la tendance dans laquelle s'orientent les marchés, c'est-à-dire plutôt baissier, parce qu'ils ne trouvent pas de point d'appui très fort, sur l'état de la planète.
Voilà, une autre diapo, mais bon, voilà, que je vais éviter de commenter, trop rapidement d'une manière générale. J'ai essayé d'avoir aussi le même principe de couleur, mais on voit bien que quelque part, voilà, alors j'essaye toujours de jouer la nuance entre, du vert et du orange en disant: «Voilà, vert tout va bien, orange il y a des petites choses qui vont pas pile poil». Voire des touches de rouge, mais on voit bien que quelque part l'allure est quand même plutôt verte, d'une manière générale, mais en tout cas, très peu de rouge, hein. Je reviens sur l'Argentine en disant: «Bon, bah, de toute façon, le blé de 2022, voilà, il a été récolté, en fin d'année, il y a plus de souci avec ça». La campagne, maintenant est à réaliser sur 2023 et l'espérance est qu'elle soit, normale et d'un retour à la normale. Et on reste pour le court terme sur le soja, sinistré et sur le maïs, je dirais qui est quand même pas très bien. Tout ça, voilà, je le disais sur la diapo précédente, c'est vu, revu, ça a été particulièrement, regardé, je dirais donc les marchés ne sont plus inquiets. D'autant plus qu'on remonte effectivement sur une situation, au Brésil, qui est, à coup sûr record, je dirais en soja parce que je dirais c'est fait, et donc avec des grosses capacités d'exportation, je dirais qui vont font vraiment pression sur le marché des oléagineux d'une manière générale. Et puis, quelque chose qui est pas totalement acquis en maïs, mais je dirais qui dit que ça va pas aller trop mal, et si on fait ça un peu comme, un jeu de dominos, on a, je dirais une logique brésilienne qui va bien et une logique, américaine qui pourrait aller mieux, qui pourra rajouter pardon, je dirais tout ça puisque du côté du maïs, on s'en va vers, une grosse production, heu, je dirais de maïs puisqu'on est dans les stades précoces, parce qu'on a le basculement El Niño, enfin bref, l'Amérique, en excluant l'Argentine, si on fait Brésil-États-Unis, des petits détails sur le Canada parce que c'est tout juste, la partie des semis, on a plutôt quelque chose de favorable, quoi. Donc voilà, rien de potentiellement négatif, je dirais l'autre point rouge, potentiellement qu'on pourrait avoir, ce serait le regard effectivement sur l'Afrique du Nord, je dirais où, on s'oriente pas vers des niveaux de production, je dirais très satisfaisants, je dirais en céréales, en particulier, mais avec des pays, je dirais qui sont en particulier assez dépendants de l'importation, mais dépendant de l'importation russe. Et même si, aujourd'hui on ne peut pas compter sur une production record de la Russie, je dirais les stocks tels qu'ils existent, à l'ouverture de campagne, sur la mer Noire, enfin en Russie en particulier, permettent de se dire que, il y a néanmoins du répondant, en particulier dans ces pays d'Afrique du Nord. Voilà, donc rien qui permette, et ça rejoint un peu on va dire le commentaire que je faisais sur les diapos tout à l'heure, qui était tout simplement de faire le constat qu'on est dans une séquence baissière, dont on serait effectivement assez pressé de trouver le point bas, je dirais pour, les producteurs vendeurs de céréales, mais qu'à partir d'une cartographie de ce type-là, on a peu de choses, je dirais pour, à court terme, assurer un rebond, et même un rebond significatif, je dirais dans l'orientation des marchés, quoi. On va voir un changement de tendance, c'est vraiment pas à l'ordre du jour. Voilà, sur le point de vue sur le monde. Là, je vous ai refait, on va dire une extraction des éléments d'éclairage, genre que vous avez pu, consulter à partir de notre site. Voilà, sur la logique, du mois d'avril jusqu'à la mi-mai, il est bon de faire un petit mot, je dirais autour de effectivement du basculement, alors, du gros souci de la Niña qui a posé problème, à l'Argentine. On confirme effectivement qu'on est en train de basculer vers un scénario, El Niño, qui est, on va dire, un peu le fonctionnement inverse, et je dirais qui devrait donc dans ces conditions-là, plutôt, favoriser, je dirais à court moyen terme, la partie américaine, nord-américaine, hein, en particulier les États-Unis. Donc on peut avoir quelque part l'espérance qu'en en ayant des surfaces en hausse et des conditions un peu meilleures, qu'on soit, je dirais à portée d'une grosse récolte de maïs, d'une grosse récolte de soja aux États-Unis.
Donc voilà, des éléments de détente sur les marchés. Bonne nouvelle, j'aurais pour l'Argentine, c'est que ce basculement-là, j'aurais peut quand même un peu atténuer effectivement les misères, de la Niña. Par contre, ça peut être une condition, on va dire, ou un contexte météo qui soit un peu moins puissant pour le Brésil. Mais maintenant, on est, voilà, à l'amorce du mois de juin, donc pratiquement arrivé au bout, enfin, à proximité, je dirais, d'une zone de risque maintenant plus limitée, je dirais, pour le Brésil, en particulier pour sa production de maïs. Donc voilà, donc un contexte, qui est en train de virer, qui se présente plus bénéfique, genre aux États-Unis. Le Brésil est encore un peu à suivre, je dirais tout n'est pas totalement assuré, mais enfin on a passé une partie des éléments critiques, je dirais, puisqu'on a semé et avancé un peu les stades. Bon, alors une certitude effectivement, je dirais dans un contexte El Niño, je dirais c'est qu'on vient, voilà, si on se met dans la peau, je dirais d'un producteur australien, il vient de connaître 3 années, je dirais particulièrement favorables, dans le contexte de la Niña et que le basculement, vers El Niño n'est pas une bonne nouvelle, je dirais pour l'Australie et donc on n'aura a priori pas, je dirais à l'automne, prochain, je dirais une situation, de très grosse production, je dirais agricole en Australie si on a un régime de pluie qui s'assèche, d'une manière générale et qui laisse, on va dire un petit peu moins de répondants, sur les cultures australiennes. Donc on aura un hémisphère sud australien, je dirais moins bien, moins en soutien, moins en compensation de difficultés éventuelles de l'hémisphère nord. Bon, par contre, si l'Australie est moins bien, je dirais on peut espérer que, on va dire l'Argentine revienne, voilà, plus proche des normales. Donc, l'un pour l'hémisphère sud, compensation Australie, Argentine, partielle. Voilà, c'est, ce petit point météo, bon pour l'hémisphère nord, je dirais c'est la partie européenne, bien sûr, l'aspect El Niño est moins facile, ou moins direct à évaluer. Autre point, je dirais de regard, je veux dire, voilà, c'est de la recherche d'une espèce de thermomètre ou d'un indicateur, économique ou géopolitique. Ça, c'était effectivement le regard, je dirais au travers de la Chine et le constat qu'on fait, je dirais, c'est que, bah, on a une Chine, je dirais, qui est de toute façon, un des pays les plus peuplés, n'est plus tout à fait le plus peuplé, je dirais, puisque l'Inde a d'un cheveu ou de quelques millions dépasser la Chine, mais ça reste, je dirais, effectivement un gros acheteur de matières premières agricoles de la planète, et quelque part, les marchés pouvaient attendre, on va dire, une Chine un peu plus, violemment acheteuse, je dirais que ça et c'est moins ça et c'est quelque part un peu un symptôme que l'économie mondiale est pas forcément, je dirais au top du top parce que même, on va dire des pays importants comme la Chine sont pas forcément totalement au rendez-vous. Alors c'est pas non plus la panne sèche, hein, je veux dire, voilà, la Chine continue à acheter, je dirais des matières premières agricoles, avec des comptes par millions d'euros ou dizaines de millions de tonnes, pardon, pour être juste. Mais voilà, ça interroge la solidité économique, non seulement de l'Inde, de la Chine, pardon, mais globalement de la planète. Bon, ces aspects-là, Chine, je dirais, ce sont des stratégies d'achat un peu complexes. Je dirais, ça met en particulier, je dirais, sur les dents, des États-Unis, hein, je dirais, qui, n'ont pas fait une très bonne campagne de maïs, qui avaient engagé un certain nombre de ventes, en particulier vers, la Chine et qui, toutes ces dernières semaines, voient des annulations de commandes successives, je dirais, de la Chine qui, en fait, annulent des commandes auprès des États-Unis pour aller les reporter, je dirais, sur le Brésil, hein, qui est à la fois des notions de positionnement géopolitique, hein, je dirais de ne pas être pour la Chine, de ne pas être dépendant de son grand rival, je dirais, qui est les États-Unis, et puis pour un pays aussi peuplé, je dirais d'avoir une diversification des origines, et la Chine, je dirais, se sert, effectivement assez largement en soja, maintenant du côté du Brésil, en maïs également du côté du Brésil, hein. Ils ont été obligés d'abandonner un petit peu, les strapontins qu'ils cherchaient à avoir, je dirais, du côté de l'Ukraine, hein, c'est un petit peu obligé. Et puis, voilà, une mauvaise nouvelle potentiellement pour nous, c'est-à-dire ce sont des achats d'orge, je dirais pas très,
pas très motivés, je dirais d'une manière générale et l'effet additionnel, qui est que, les relations se réchauffent entre la Chine et l'Australie et que donc, on risque, et on va attendre, je dirais avec une certaine impatience le début des récoltes chez nous, je dirais en Europe, pour voir si, les acheteurs, chinois sont là et on souhaite vivement qu'ils soient là assez précocement dans la campagne. Sinon, on prend un gros risque, je dirais, d'avoir effectivement, la Chine qui aille au plus court, au plus proche, je dirais, qui se réattribue une partie, je dirais, des orges australiennes, ce qui rendrait notre position orge, un petit peu plus compliquée. Du côté, voilà, de l'essentiel de l'info, c'est-à-dire plutôt des infos collectées, et des petits encarts, je dirais quotidiens. Bon, voilà, le constat, alors un peu dans l'ordre, je dirais des dates, c'était de dire, bon, effectivement le constat, je l'évoquais tout à l'heure, c'est de voir les exportations sud-américaines, je dirais qui décollent et en particulier sur le Brésil. Il y a un gros volant, je dirais de soja qui alimente la planète et c'est pas effectivement étranger au fait que, outre le fait qu'il y avait beaucoup de colza, je dirais, sur la planète, je dirais, sur la dernière récolte, on y ajoute, je dirais, une dose de soja frais, je dirais, particulièrement, on va dire, disponible, à partir du Brésil et donc dans ces conditions-là, on a vraiment, je dirais, des oléagineux qui ont été à la peine, heu, en particulier le canola, récemment. Je le disais tout à l'heure, autre point, les nuages se cumulent sur le maïs et aux États-Unis, bah, voilà, des difficultés de vente, une grosse récolte à venir. Donc le maïs qui a été, on va dire, dans une grosse tension, y compris avec les problématiques européennes, de la récolte européenne passée, font qu'on a, je dirais effectivement, des ventes américaines en baisse, moindre soutien du marché, une disponibilité brésilienne et donc dans ces conditions-là, c'est aussi à regarder, je dirais, si on n'est pas producteur de maïs, je dirais sur l'aspect, bah, je suis concerné par, des productions fourragères, des orges fourragères par exemple et si on y ajoute l'Australie, et cliente, de la Chine, bah, il y a des nuages qui s'accumulent plutôt, on va dire, sur le maïs et sur les céréales fourragères d'une manière générale. Et puis, quelque chose qui est toujours pas tranché, 3e point, je dirais qu'on a pu traiter dans les essentiels de l'info, les productions de l'Ukraine en 2023. Maintenant, on est, bah, pratiquement fin mai, donc à des stades assez avancés, je dirais dans les implantations, je dirais ukrainiennes. On sent bien que, bah, on est toujours dans un contexte de guerre, qu'on va être quand même être un petit peu court, je dirais sur les implantations d'orge, les implantations de maïs, pardon, parce que bon, c'est un peu coûteux et ça nécessite des infrastructures, du séchage, du stockage et qu'il y a quelque part une bascule effectivement qui se fait à partir de l'Ukraine, en ayant moins de maïs et plus de tournesol et donc dans ces conditions-là, bah, je veux dire, on va avoir, peut-être une difficulté un peu européenne spécifique, qui est que, bah, le grenier à maïs, je dirais dont peut avoir besoin l'Union européenne et en particulier du côté de l'Ukraine, ça va être d'autant plus difficile cette année, d'autant plus qu'on n'a pas les stocks qui permettent de le faire, enfin, on n'a plus en Ukraine les stocks qui permettent, je dirais, d'alimenter, je dirais, le marché avec la même régularité. Donc, il y a néanmoins, on va dire, quelque chose à voir en maïs. Si on prend l'ambiance mondiale, je dirais, elle est plutôt à la détente. Si on prenait l'ambiance européenne en fonction des conditions, je dirais, qu'on peut avoir au moment de la floraison et du début d'automne, peut-être quelque chose qui sera un peu plus compliqué néanmoins, sur la dimension européenne. Et là, par contre, bah, je veux dire, au cumul, je dirais des intentions, ou des capacités de production, on peut avoir effectivement une quantité de tournesol, on va dire, très significative en mer Noire, et en Europe également et que donc dans ces conditions-là, on va avoir du mal à défendre, je dirais un tournesol à des très bons niveaux de prix, je dirais dans les mois qui viennent. Ce qui fait que si je fais, voilà, ainsi un petit peu un résumé, je dirais de cette lecture, je dirais sur nos lignes de conseil, mes marchés, si on se concentre sur l'offre, bon, côté hémisphère sud, bah, je veux dire quelque part, on avait un creux du côté de l'Argentine, mais je l'ai déjà dit, vraiment vu, revu, et donc quelque part, bah, c'est au plus bas et ça ne
ça ne motive plus personne, ça ne motive plus d'inquiétude aujourd'hui, puisque à la place, le Brésil, est capable, de se substituer, d'apporter du maïs et du soja à la planète. Donc on n'est plus dans ces enjeux-là. On n'a pas des problématiques d'offres, donc c'est un peu plus compliqué. Si on est sur l'hémisphère nord, bah, on a une pression, baissière effectivement à court terme, qui est que, bah, d'une part, on voit pas arriver, de problématiques particulières dans les cycles de production de l'hémisphère nord et puis, bon, on a toujours le résiduel d'une fin de campagne ukrainienne, d'une fin de campagne russe, avec une grosse récolte, avec des grosses capacités d'export. Bon, on a marginalement, le sujet corridor ukrainien, qui est à nouveau réglé pour 2 mois de prolongation supplémentaire. Et même si on n'a plus les mêmes enjeux, de volume à exporter, bah, ça fait néanmoins, on va dire, une certaine agressivité, une certaine disponibilité mer Noire, qui nous laisse un peu en difficulté, sur les marchés. D'autant plus que les acheteurs, sont pas forcément, on va dire, ils écoutent, ils regardent les marchés et ils constatent que, on n'est pas aujourd'hui dans une difficulté de production, spécifique qui pose problème. Donc dans ces conditions-là, les acheteurs se font aussi, on va dire un petit peu plus timides, dans leurs actions et on a, une capacité, de prolongation baissière. Heu, du côté de la demande, bon, bah, je pense qu'effectivement le marché sera un petit peu plus animé si on avait des signaux en particulier pas chez les premiers acheteurs mondiaux, qui étaient, effectivement bien présents, par exemple comme la Chine, ce qui est pas, on va dire, véritablement ancré, dans ce niveau-là aujourd'hui. Et on a globalement effectivement des acheteurs qui sont un peu attentistes parce que, bah, par précaution, ils ont pu acheter, peut-être un certain nombre de stocks un peu plus précocement, un peu plus cher et que maintenant, bah, voilà, ils sont plutôt dans la configuration d'essayer de se refaire les poches dans la mesure où ils sentent pas la tension de marché, et donc voilà, on sent, bah, quand même un marché de nécessité du côté du Maghreb. Donc il y aura peut-être effectivement, dans les mois à venir, j'aurai quelques espérances de ce côté-là, avec quand même quelques difficultés. C'est que, on va dire la manière dont se redistribuent, les blocs, on va dire occidentaux, au travers de la guerre en Ukraine et en Russie. Voilà, l'essentiel, bah, on va dire, si on prend le pourtour de la Méditerranée, les gros acheteurs que sont l'Algérie, que sont l'Égypte, sont aussi des clients de la Russie, et qu'on y a perdu un peu des parts de marché, d'une manière générale et que donc s'il y a un retour à la demande, on n'en sera pas les premiers bénéficiaires, sauf si, effectivement, on avait un accident de parcours, significatif du côté de la Russie, ou de l'Ukraine. Et puis ensuite, voilà, il y a des comportements d'opportunistes et d'opportunités, qui sont, ceux des gros acheteurs, grosses populations, que sont la Chine et l'Inde, qui pour l'instant ont été un peu calmes, se sont beaucoup calmés sur les achats, d'oléagineux, qui pourraient, on va dire peut-être revenir à l'opportunité après un schéma de baisse qui a été assez long et peut-être justement, l'espoir de bloquer un peu, cette dérive baissière des marchés. Le troisième point, ce sont des économies. Les économies, que j'ai qualifiées aux aguets, bon, il y a rien de trop rassurant, dans la matière. On peut toujours se poser la question de quand on va arriver, effectivement, à un schéma de maîtrise de l'inflation, avec les politiques économiques. C'est encore pas très, très visible, j'aurais cet aspect-là. L'aspect des monnaies, alors, ce qui est un peu plus sympathique, alors d'un côté pour les vendeurs, c'est, que, on semble vraiment avoir changé un petit peu de direction, dans la parité euro-dollar. On avait un euro qui se raffermissait, qui nous handicapait, à l'exportation, qui nous aidait à acheter des marchandises agricoles à l'extérieur, des tourteaux. On est en train de retourner un petit peu, la manip, ce qui va nous protéger un petit peu plus avec un euro un peu plus compétitif, à l'exportation, mais un peu plus pénalisant, à l'achat. Par exemple dans les tourteaux, on avait tapé les 1 €, 1,10 $ pour 1 €. On est en train de revenir vers 1,08 et on ira peut-être chercher les 1,05. Mais entre tous ces éléments, on est bien sûr d'accord qu'il y a toujours de l'instabilité.
toujours de la volatilité potentielle à remettre en œuvre, même si pour l'instant on a l'impression que tout ce monde-là est en train de se resserrer. Bon, la guerre, la géopolitique, objectivement, voilà, business, alors, j'ai mis trop, de «e» à la fin de business, hein, tout simplement, mais on sent bien que quelque part, bah, voilà, on a vécu, pendant une bonne année, au rythme de la guerre, au rythme des inquiétudes et maintenant, un énième renouvellement, du corridor ukrainien dit, malgré la guerre, finalement, on peut faire du commerce, on peut échanger du blé, du maïs et d'autres choses et que donc, quelque part, on n'a plus les mêmes ressorts, en la matière, dans l'orientation des marchés et ça nous dit quelque part qu'on a un peu usé ces cordes-là et que quelque part, tout ce qui était potentiellement sympathique pour des producteurs de dire, du blé à voilà, à 300 € tonne, des colzas à 600 € tonne qui étaient, effectivement, plutôt favorables, voire nécessaires, dans l'optique de charges assez élevées. Et ben, c'est tout ça, c'est un petit peu en train de s'éloigner et qu'on est en train de se rapprocher des prix d'avant, voire carrément de s'installer dans les prix d'avant, ça effectivement, c'est pas un très bon rapport. Les prix d'avant avec les charges d'aujourd'hui, on n'est clairement pas non on est clairement pas au top. Ce qui fait que la stratégie, telle que vous l'avez lu dans les éléments de conseil, du mois de mai, c'est que, si on est, sur la récolte 22 qui est pratiquement cuite, enfin finie, de toute façon, là, s'il reste des stocks résiduels chez les agriculteurs, clairement, l'espoir qu'il se passe un truc, particulier qui fasse remonter les marchés, d'ici là, à la prochaine récolte, c'est quand même assez réduit. Et donc ça conforte le fait que, dans les stratégies, que les marchés vous avaient proposées, il y avait, une incitation à ne pas traîner sur les marchés trop longtemps et avoir effectivement un solde de commercialisation assez précoce. On avait maintenu quelques espoirs, sur le maïs, maintenu quelques espoirs sur les orges, mais, la Chine n'étant pas venue jusque-là et n'ayant un contexte, maïs qui s'est nettement détendu, même le dernier conseil, a dit: «Bon, bah, voilà, il fallait arrêter, d'attendre en la matière et plutôt effectivement de solder, si possible, effectivement sur des motivations de volume résiduel». Bon, sur 2023, la question, c'est de dire effectivement le constat qu'on fait, 8-9 mois de baisse, on peut dire que ça a déjà beaucoup baissé et donc on espère, qu'on est proche des zones de rebond et donc quelque part les positions, là aussi on avait engagé, des stratégies, de positionnement assez précoces, pour profiter de zones de prix, qui étaient encore attractives et de protéger effectivement ses coûts de production d'une manière générale. Et là, dans ces conditions-là, si on a effectivement engagé des ventes, on est obligé à la patience. On a aussi la capacité de se dire maintenant, si on a descendu effectivement assez bas, dans les prix, et qu'on est quelque part sur une zone de plancher, de se dire que, si on cherche peut-être de la motivation et de quoi remonter un peu, dans l'intensité, de pouvoir avoir recours, à ce qu'on a appelé les calls d'anticipation, c'est-à-dire de se positionner pour reprendre, on va dire, un petit peu d'énergie à la hausse, avec néanmoins toute l'attention, qu'il faut avoir. C'est-à-dire que, je l'avais évoqué dans la partie guerre géopolitique, là, juste le petit tiret au-dessus, c'est que si on part, des zones de prix actuelles, les zones de rebond, auxquelles on peut prétendre, elles sont peut-être entre, 30 et 40 €, maximum. C'est-à-dire, du blé ou du maïs à peut-être sur un horizon à 240-250 €, sur des colzas, peut-être aux alentours de 420-440 € tonne, quoi. Donc il faudra pas non plus, on va dire, mettre trop d'énergie ou trop d'intensité, dans ces aspects call, parce qu'on n'est pas, ça peut être quelque chose pour aider, c'est conçu comme ça, pour quelque chose pour aider, motiver à repartir à la vente, mais avec, on va dire assez peu de mettons, on va dire, assez peu d'objectifs ou du moins des objectifs pas très élevés d'une manière générale. Et une attention particulière, on peut avoir un biais, nous, dans la perception de marché qui est de dire: «C'est compliqué en maïs,
mais c'est compliqué, on va dire, en Europe, alors que dans la dimension mondiale, je dirais, le maïs est en train de sensiblement se détendre. Donc attention à ce contexte-là. Et j'avais évoqué tout à l'heure l'impact hors. Là, pour le coup, bon, clairement, si vous avez déjà engagé des protections, c'est ce qu'on vous a recommandé, c'est-à-dire par des ventes sur la récolte 2023, il y a rien qui vous oblige aujourd'hui à engager, je dirais, plus de ventes, puisqu'on est quand même aujourd'hui plus dans des prix attractifs, on est plutôt dans des zones basses. Mais néanmoins, il faudra se méfier, en particulier en orge, puisque ce sera la prochaine céréale de la nouvelle récolte, la première céréale de la nouvelle récolte à mettre en œuvre, à récolter, et que donc dans ces conditions-là, en fonction de ce qu'on collectera à ce moment-là, il y aura peut-être tout simplement, on va dire, un effet de détente sur l'orge elle-même, je dirais, si on ne retrouve pas la Chine aux achats, et on aura un effet indirect de détente sur le maïs si on dit à des acheteurs de céréales, je dirais, qu'ils peuvent trouver de l'orge attractive à côté, de stocks résiduels de maïs, hein, donc attention. Donc la seule, on va dire, ou véritablement l'opportunité d'action qui est un petit peu plus sensible, elle est du côté des acheteurs puisque, voilà, quand on vient de prendre, 6, 7, 8, 9 mois, je dirais de baisses successives, je dirais dans les marchés, c'est-à-dire de retour vers des zones de prix, on va dire entre parenthèses «plus normales», bah, il est peut-être pas temps d'attendre le 10e, le 11e ou le 12e mois de baisse, je dirais, pour consolider, je dirais, ses achats. Je dirais, on peut être amené, on va dire, assez rapidement, à reprendre d'autant des achats, d'autant plus qu'effectivement, on considère, je dirais, que si on a aujourd'hui, à quelques pas devant nous, à quelques euros devant nous, je dirais, des zones de support ou de consolidation, je dirais, dans les cours, bah, ce sera effectivement, j'aurai des situations, et d'ailleurs c'était la tonalité du conseil du mois de mai, hein, j'aurais pour les acheteurs, d'avancer aussi bien dans les achats de céréales que dans les achats de tourteaux, puisque, bah, voilà, on avait des prix sensiblement plus doux, et de reprendre de la marge de sécurité, parce qu'on a trop vécu, ces dernières années, je dirais, sur bah, une incapacité à anticiper, puisqu'on avait toujours, je veux dire, on va dire, des prix qui étaient plus haut, plus haut, plus haut, qui nous obligeaient à jouer, on va dire, un peu trop le court terme, gérer les achats, gérer successifs. Là, on a la capacité de reprendre en main et de reprendre de l'avance, je dirais, dans l'évolution des achats, c'est-à-dire de se couvrir sur plusieurs mois, sur une partie de l'année, voire sur, la totalité d'une année. Donc là, il y a vraiment des choses à faire, je dirais, sur les acheteurs, voilà, aussi bien de céréales que d'oléagineux, d'une manière générale. Il y a de l'espoir, et c'est déjà, on va dire, très bien pour ceux qui ont le souvenir d'avoir acheté des tourteaux, par exemple, à plus de 500 € tonne, tourteaux de soja. La simple idée de se dire qu'il est possible de trouver un horizon qui serait plutôt, voilà, en dessous de 450 €, et bah, c'est déjà quand même effectivement, un chemin intéressant, et c'est un chemin, je dirais, qui peut être, d'autant plus intéressant justement qu'on pourrait le valider et offrir une situation de sécurisation, heu, à ces éléments-là. Voilà, j'en ai fini, j'arrête de mon diaporama, et je suis plutôt dans le regard, j'aurais des questions. Hop, je suis en train d'essayer de reprendre. Alors, j'y arrive pas. Voilà. Et donc, j'aurais concernant les questions, eh bien, j'ai pas, j'aurais véritablement, hop, je le reprends là comme ça, à moins qu'il y ait, on va dire, une prise, de parole et une question, j'aurais particulière. J'avais juste, on va dire, dans la préparation, j'aurais des inscriptions. Une question, je vais pas dire une question à 100 €, mais voilà, mais elle est un petit peu simple. Je sens effectivement poindre un petit peu les inquiétudes qui étaient, hop, une question autour de, jusqu'à quand la baisse? Alors, on est bien d'accord que, voilà, ça, c'est une question de vendeur, hein. Je dirais d'abord, et la question posée, c'était, bah, voilà, est-ce qu'on a encore devant soi, 20, 30, 40, 50 € de baisse? Bon, un des souhaits, un des éléments de l'analyse technique, c'est d'envisager qu'on soit,
d'un point de vue technique, un niveau de zone de prix bas, qui peut nous tenir, voilà, sur les éléments-là. On peut souhaiter, rester aux alentours des 220 en blé, 210, souhaiter, hein. Rester au-delà des 380 en colza, c'est des hypothèses qu'on pourrait effectivement entretenir parce qu'il y a eu une grosse, il y a eu une grosse intensité, une grosse continuité baissière, je reste tous ces derniers mois. Il n'y a pas d'éléments, je dirais, qui viennent en soutien pour retourner, je dirais, cette tendance-là, mais tout simplement le sentiment qu'on a fait beaucoup, que les acheteurs se sont beaucoup rassurés et donc sont devenus un petit peu attentistes d'une manière générale, et que donc ils ont un peu surentraîné le marché vers la baisse, quoi, en se retirant d'une manière générale. Et qu'il faudrait peut-être assez peu de choses, je dirais, pour que on dise stop là, voire qu'on crée, on va dire, un peu de rebond technique. Donc on pourrait souhaiter ça et de se dire, bah, voilà, à partir des niveaux actuels observés dans les semaines qui viennent, si on peut tenir, je dirais, ces niveaux de prix tels qu'ils sont, hein, je rappelle, aux alentours des 220 en blé, aux alentours des 210 en maïs, aux alentours des 380-390 en colza. Ça, tenir cette barrière-là, ce serait, on va dire, quelque part, un peu la meilleure garantie de se dire qu'il y a un avenir, non pas de court terme, mais un avenir de quelques mois pour, se dire qu'il y a peut-être une inquiétude qui se formulerait, je dirais, sur les marchés, qu'elle soit, du terme de la production, qu'il soit du terme plutôt, plus économique ou voire du contexte de la guerre, qui dirait que le marché aura peut-être un intérêt ou une intention, j'aurais de repartir de, 20-30, voire 40 € peut-être, j'aurais dans le cas du colza à la hausse. Ça, c'est le souhait, c'est peut-être, on va dire un signal, on va dire, ou une analyse intéressante, je dirais, pour les vendeurs. Mais néanmoins, on sent bien que quelque part, on est en train de revenir avec cette zone de prix telle que je l'ai citée, à quelque chose, je dirais, qui voilà, on pourrait se dire aujourd'hui, par exemple, du blé à 220 €, on est en situation de se la monter, alors que, je dirais, on aurait pris, je dirais, ce message-là il y a 2 ans. Et on aurait dit du blé à 210 € ou 220 €, tout le monde aurait dit: «Ouais, génial». D'ailleurs, ceux qui, à l'époque, ont géré des commercialisations ont dit, «À 210-220 €, ça vaut la peine d'être sécurisé». Donc, on est en train de revenir vers le marché, on va dire d'avant-guerre, d'avant reprise Covid, affirmer que donc dans ces conditions-là, voilà, il y a le risque que, en dessous de ces supports-là, si on perd encore un peu le moral et que les acheteurs ne voient pas arriver d'inquiétude nouvelle, bah, qu'on essaye de prolonger la glissade, et donc dans ces conditions-là, effectivement, la situation de glissade, bah, c'est du blé, qui reviendrait dans l'horizon des 200, hein, 200 €. Donc, on pourrait dire que, par exemple, si ça tourne mal, il y a peut-être un horizon à -20 €, je dirais, qui est envisageable. Si on est dans le domaine du colza, bah, grosse récolte de soja, encore production très significative en colza attendue, je dirais, cette année, hein. Il y aura peut-être moins d'Australie, mais peut-être un peu plus, je dirais, de Canada, et en Europe, ça ne devrait pas se présenter trop mal. Bah, peut-être que, à partir de 390, perdre une trentaine d'euros, je dirais, en colza, ça ne peut pas s'écarter foncièrement. Donc, ça veut dire que là, effectivement, retrouver du colza vers 350, et là, ça ferait effectivement mal parce que, je veux dire, voilà, un nombre de tonnes, on va dire moyen en colza, je dirais à 300, à 350. Alors, on aura intérêt effectivement à avoir engagé des ventes plus précoces, mais, avec des zones de prix de ce type-là, le prix moyen va quand même être, sérieusement, érodé. Et si on doit comparer ça en face avec, des coûts d'intrants, je dirais, par exemple, sur le coût de l'azote à 400-500 € tonne, on sent bien que quelque part le résultat économique, je dirais, des colzas, il va être très ténu, et quand je dis ténu, c'est histoire de ne pas lâcher un mauvais mot, je dirais, sur des résultats économiques négatifs, je dirais, dans la production de colza, par exemple, hein. Et on risque d'avoir, si on continue dans la dégradation, pareil, hein, sur des blés à 200 € tonne, il sera difficile de faire du résultat positif. Donc voilà, je veux dire,
Alors je vais pas compter sur les 50 €, si on va pas revenir comme ça, je reste sur une intensité en disant: «On va faire du blé à 170 et du blé à 300 et du colza à 330». Mais bon, voilà, on va essayer, nous d'observer, je dirais comment ça se passe, de vous alerter sur la possibilité non pas voilà, de faire des ventes puisqu'on a fait énormément de boulot pour vous sécuriser. On vous a recommandé de vous sécuriser par des ventes suffisamment précoces. On va essayer de viser, je dirais quand même le point bas en espérant qu'on n'en est pas très loin, à quelques euros près pour, le cas échéant, vous passer le message, à ceux qui voudront aller compléter, je dirais des ventes, et redonner une dynamique peut-être d'utiliser, je dirais des calls, je dirais à ce moment-là. Heu Tout simplement, et on va, par contre, j'aurais essayé d'avoir chez les vendeurs un moment d'attente, en espérant que, après une très, très longue baisse, je dirais, on aura quelques signaux qui feront au moins du rebond technique, parce qu'aujourd'hui on ne peut pas compter sur du retournement de marché. Ce serait tout simplement un sursaut de marché et que donc dans ces conditions-là, voilà, je vais finir je sur cette conclusion-là, en l'absence d'autres questions, c'est de dire, si le marché est capable de revenir vers les 240-250, en céréales, s'il est capable de revenir, au-delà vers les 420 ou un peu au-delà des 420, en colza, je pense qu'il faudra pas trop essayer de se faire mal à la tête, je dirais pour aller compléter autant que possible, je dirais des ventes en fonction du stade, je dirais d'une production assurée ou pas à ce moment-là. Voilà, heu écoutez, j'ai tout, c'est, je pense que des commentaires que je voulais vous livrer. J'ai juste, un petit oubli, j'ai dans la matière. Il y a normalement une heure des marchés, qui est maintenant au mois de juin. Heu, Sauf qu'effectivement, à ce stade-là je vais, quelque part un petit peu oublié, de vous noter, à quelle date était prévue, cette heure des marchés, mais ce sera au mois de juin, donc je suis pas en mesure de vous faire l'annonce, mais voilà, prochain rendez-vous en espérant, on va dire, une tonalité de marché un peu plus sympa. Rendez-vous au mois de juin pour la future heure des marchés et donc je vous souhaite, d'avoir été utile dans le commentaire et de vous retrouver, le mois prochain, j'aurai pour une prochaine heure des marchés. Voilà, merci et bonne journée.